Le MAG vous est présenté par You Know Why. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. School TV Le MAG, vous le savez, 30 minutes concernant la scolarité de vos enfants, à chaque fois une thématique forte, initiative sur le plan local et ou national, toujours avec Alix Nguyen. Salut Alix. Salut Patrice. Chez Paris P, c'est magnifique. On y va, le sommaire. Le MAG qui reçoit aujourd'hui, ni plus ni moins qu'une athlète olympique, une judokate qui a participé 2 fois aux Jeux. Asma Niang vient nous parler de judo, bien évidemment, de ses merveilleux malheurs, comme elle les surnomme. Il sera question beaucoup de mental et de résilience, vous le verrez. Le judo, c'est l'école de la confiance en soi, c'est pas un secret. Quelles sont les valeurs éducatives de ce sport, sur le plan physique, physiologique, mental ou encore social? Faudrait-il enseigner, oui ou non, le judo obligatoirement dans les écoles en France, dans les écoles de la République? Élément de réponse là aussi dans un instant. Il y aura une loupe, et la loupe c'est avec Alix. Oui, et je vous parle de jeunes judokas français qui ont eu la chance de s'envoler pour le Japon pour un entraînement intensif. Japon, Ouais. Japan, terre de judo. On y va. Bonjour Asma Niang. Bonjour, merci pour l'invitation. Avec Alix de vous recevoir aujourd'hui, athlète olympique, sextuple championne d'Afrique. C'est bien, c'est pas quintuple, c'est bien sextuple. J'ai failli oublier un, faut pas l'oublier. De judo, conférencière, thérapeute, entrepreneuse et auteur ou autrice, je ne sais plus comment on dit. Votre dernier ouvrage, votre ouvrage, À bras le corps, c'est aux éditions Face Cachée édition. Comment vous avez vécu Paris 2024 ? Alors Paris, souvent on me pose la question, alors moi, olympienne, Rio, Tokyo, et souvent Paris c'était mes plus beaux jeux. Et je n'étais pas athlète. Vous n'étiez pas athlète, mais j'étais persuadé que vous alliez me dire l'inverse, parce que c'est tellement... Alors c'est stressant, bien sûr, toute la préparation mentale, physique, il faut être rendez-vous le jour J, bien sûr pour performer, pour délivrer, comme on dit. Mais quand on accompagne les athlètes, souvent, on n'est plus sur le tatami. Donc des fois, on se dit oh, « tiens, j'aurais peut-être fait ça, vas-y, fais ça !» Alors il s'avère que j'ai accompagné beaucoup d'athlètes et pas forcément que des judokas. D'accord. Et tout simplement, lorsqu'on est athlète, on a un peu la tête comme l'autruche, quoi, dedans, et on voit pas vraiment... la plupart, même si ceux qui ont eu la médaille, ils disent « ah, mes jeux, ils n'ont pas vu la même chose ». D'accord. Et c'est vrai que moi, ça a été le rêve de toute mon enfance, les jeux. Ouais. Et en réalité, je les ai pas bien vus. Et là, c'est la première fois que je les vois d'un regard extérieur. Alors forcément, on a de l'affection énormément pour les personnes qu'on accompagne. Il y a une complicité qui se crée et on a envie de les voir se concrétiser. Mais vos plus belles victoires au final, c'est cette année avec, avec Paris 2024, voilà, avec cette ambiance, ces victoires, oui, et puis ces échecs. Voilà, et puis de voir de l'autre côté qu'est-ce qui se passe en fait, en réalité. Et j'ai beaucoup apprécié ça. Quelle ambiance? Incroyable. Moi, je n'ai jamais eu Paris de cette manière-là. Voilà, je ne me doutais pas que vous pouvez se transformer comme ça, quoi. Incroyable. Et puis, en plus de ça, moi, j'ai beaucoup contribué pour le village africain. C'était une première de l'histoire des Jeux, un village africain avec pratiquement la plupart des pays africains qui étaient là. Donc, c'était un moment de fête, voilà, de partage. Vraiment, c'était très, très riche. Et ça consiste en quoi, le travail de préparatrice mentale? Alors, qu'est-ce que c'est le travail de préparatrice mentale? Pour faire simple et vulgariser la chose, c'est tout simplement accompagner un athlète à être autonome le jour J. Tout simplement. Aussi pendant sa période de préparation. Donc, quand je dis ça, ça peut être l'univers de la gestion de stress. Pas que. Alors, tout l'univers de sa résilience, des moments où ça peut ne pas aller, mais aussi ça va. On ne va pas voir un préparateur mental juste parce que ça ne va pas. Donc tout l'univers du champ mental, on est là pour l'accompagner tout simplement pour qu'il soit autonome le jour J. Alors comment, parce que c'est ça le plus difficile, on a beau répéter effectivement, comment on peut recréer les situations de stress? Ça c'est super dur parce que c'est vrai qu'on est là, on est à l'entraînement, on répète ses gammes, on essaie de s'imaginer, de se projeter, mais quand tu es en finale le jour J et qu'il faut performer, bah forcément, c'est différent. Puis là, on a les outils. On a beaucoup d'outils dans la préparation. Alors, il y en a beaucoup. Hein. Chaque préparateur... Alors, vos outils préférés? Vraiment, le plus puissant qu'aujourd'hui, si je mettais sur le podium des outils, je dirais la visualisation. D'accord. Le pouvoir de la visualisation. La visualisation créatrice, exactement. La fameuse. Voilà. Et réussir, moi, c'est que c'est quelque chose qui m'a énormément permis d'avoir un parcours aussi biscornu, atypique que j'ai eu. Ouais. Pas que dans le judo, quoi, c'est ça, partout. Voilà, partout. On ne parle pas que pour le sportif, mais visualiser sa victoire, se visualiser, se concrétiser, se visualiser de développer son plein potentiel. Tout cet univers, après, il n'y a pas que ça. Hein. Mais en tout cas, voilà, c'est... Et ça passe par quoi? C'est des mantras qu'on se répète? C'est quoi? Oui, en fait, le cerveau, c'est simple. Le cerveau ne fait pas la différence si
si là aujourd'hui vous visualisez quelque chose, le cerveau ne fait pas la différence vraiment si vous le faites ou vous ne le faites pas. Ils ont fait une expérience par exemple sur des athlètes qui étaient blessés. Et puis ces athlètes, ils ont répété leur entraînement. Pendant voilà, la période, par exemple, qu'ils avaient un croisé pendant 8-9 mois. Alors, ce groupe-là, vraiment, il revenait, on va dire, il avait perdu que 20 ou 30% par rapport aux autres qui n'ont rien fait. D'accord. Et donc, en fait, juste de pouvoir visualiser le geste tous les jours, comme si on allait à l'entraînement, comme si on faisait... peu importe le sport, le cerveau ne fait pas la différence entre... Voilà. Et puis, on peut visualiser le kinesthésique, on peut visualiser l'auditif. En fait, tout un champ. Et si ça peut faire partie, de, justement, le rôle du préparateur mental, d'intégrer ça dans l'accompagnement de l'athlète, qu'il soit blessé ou pas, c'est très, très puissant. C'est-à-dire qu'il faut se répéter des phrases, il faut aussi donc visualiser, arriver à percevoir des images, se voir... gagner telle compétition, atteindre tel objectif? Oui, et puis tout simplement, on est tous différents. Alors, il y a des personnes qui ont du mal peut-être à visualiser, comme d'autres personnes, c'est quelque chose qui est facile. Donc justement, on va débloquer ça chez l'athlète qui n'arrive pas justement à visualiser, ça peut être intrinsèque, se voir dans le mouvement. Par exemple, je donne un exemple, un athlète qui là, il vit cette visualisation qu'il est en train de faire, ou de l'autre côté, les spectateurs, ils se regardent faire. Donc il y a plusieurs façons de visualiser, et puis tout simplement par rapport justement à la thématique et comment l'athlète ses besoins à ce moment-là. Et est-ce que cette visualisation créatrice, c'est produite, c'est réalisé justement pendant les Jeux pour vos athlètes? Bien sûr. Alors après, moi j'ai une définition de la performance. Il y en a beaucoup qui seraient peut-être pas d'accord, mais elle n'est pas vraiment dans les pays latins, enfin surtout en France. Ouais. Et là, on en parlera parce qu'aujourd'hui le sujet c'est l'école. Pour moi, la définition de la performance n'est pas que tout simplement ramener qu'une médaille. Pour moi, elle se fait sur le long terme. Aujourd'hui, la performance, qu'elle soit même scolaire ou peu importe, athlète, c'est tu gagnes, t'as pas gagné, t'es pas en performance. D'accord. Et ça se passe pas que comme ça. Le principal, c'est le chemin? Il y a ça, mais comment on a concrétisé en fait un projet. Et des fois, il n'y a peut-être pas la médaille au bout. Mais et c'est ça l'important, de comment on va rebondir pour en avoir une autre en fait derrière. Tout se passe là. Donc la notion de la performance, de comment on nous l'a appris à l'école, je pense qu'elle est très très problématique. Et vous qui étiez les personnes déterminantes de votre entourage, peut-être un préparateur mental ou une préparatrice mentale, qui vous a aidé? Alors moi, c'est vrai que à mes débuts, je faisais partie. Alors j'ai eu vraiment, comme je l'ai expliqué, un parcours assez atypique, et je n'avais pas forcément de structure comme on peut retrouver ici. Donc je me suis fait un peu mon équipe, et je faisais partie des premières judokas justement, même en France, à avoir un préparateur. Encore moi, ça remonte à 2013, quelque chose à 2012. On n'en parlait pas tant que ça. Donc là, à l'époque, mes amitiés à Laurent Mességuet, et maintenant d'ailleurs je collabore avec lui, qui était un peu le pionnier. D'ailleurs, il a beaucoup d'athlètes qui ont excellé aux Jeux Olympiques en judo. Et il y a aussi ça, c'est savoir aussi être accompagné des bonnes personnes, en fait, tout simplement. Le coup de foudre Asma avec le judo, il arrivait tard. Tellement. À 20 ans? C'est la première fois que j'entends ça. C'est une folie, oui. C'est incroyable. Comment le judo il s'est invité dans votre vie au final? Alors, et en quoi il vous a... Je ne sais pas si je peux dire sauver, mais... Ouais, alors pour vraiment faire quelque chose de très court, moi je suis arrivée très tard ici. Moi je suis arrivée à 11 ans, je ne parlais pas du tout français. Et donc la langue de Molière était complètement... Je ne comprenais rien. Et d'ailleurs, vous arriviez d'où? Du Maroc. Du Maroc. Donc voilà, je n'étais pas dans un cursus francophone du tout, donc je ne comprenais pas rien. Donc, pas un mot, quoi. Rien, à 11 ans. Même pas compliqué. Le bonjour, je pense que je ne savais pas le dire. Bon, bref. Et puis on me met dans une école francophone. Et comme on est très très fort pour apprendre les langues, bon c'est ironique en France, on a un problème même avec la langue, l'anglais. Et en fait, moi j'étais quelqu'un de très hyperactif, mais vraiment. Alors aujourd'hui on pourrait dire TDAH. Ça bougeait dans tous les sens, mettre 8 heures assise, puis en plus apprendre une langue qui est tellement éloignée, je ne comprenais rien. Donc au bout d'un an, ils ont dit elle est assez pour aller dans le collège. Donc 1 an de français et je devais aller au collège avec tout le monde. D'accord. Donc j'avais une barrière de la langue qui était, je comprenais les maths. Le sport, j'avais hâte d'être pour m'exprimer. Et puis bon, il y avait l'anglais, et puis tout le reste, art plastique, musique, mais tout le reste, c'est pas que je ne comprenais pas parce que j'étais plus bête que... C'est parce que tout simplement, je comprenais pas la langue. Vous étiez allophone, donc c'était... Voilà, et puis à partir de 3e, on me dit, le premier mot que j'ai entendu, c'était échec scolaire.
Et ils n'ont pas réussi à avoir, parce que tous les enfants, ils ont un super pouvoir, et ça, c'est une certitude. Hein. Ils ont toujours quelque chose qui fait qu'on peut les stimuler là-dedans, les éveiller là-dedans, et puis surtout, on peut être bon dans le reste. Alors moi, on m'a dit tout de suite, c'est nul. On voit pas où on est bon. Et comme le sport, c'est pas vraiment une matière où on est bon, or que dans ces pays voisins, où quand on fasse un cursus scolaire ou sport, forcément, c'est la même chose. Et ici, non. Le PS, on sait très bien de comment que c'est vu. Et je sais que j'avais cette intelligence kinesthésique. On m'expliquait quelque chose, tout de suite, je le comprenais par le biais du sport. Sauf qu'on m'avait pas détecté là-dessus. On me dit, t'avais pas assez les notes pour aller en sport-études. Alors moi, je fais du hand. Donc j'étais championne de France moins de 18 ans en hand. D'accord. Voilà, avec Nila Kanto qui a été capitaine, qui a été une grande judokate, qui était dans mon équipe. J'ai fait de l'athlétisme, plusieurs fois championne de France à l'UNSS. Donc le sport, pour moi, c'était mon expression, tout simplement parce que les enfants ne parlent pas. On ne fait pas de thèse, on ne fait pas de débat, on joue. Et donc moi, j'étais forte dans ça, en fait. Et après, derrière, on dit professionnel. Alors, en fait, j'avais mis l'échec scolaire avec le professionnel. C'est-à-dire que les cancres, ils vont professionnel, un métier manuel. Voilà. Imaginez l'impact que... Bien sûr. Les croyances qu'on peut intégrer. Maintenant, ça change un petit peu, mais à l'époque, c'était un peu comme ça. Et puis, ma mère, qui était déjà dans le milieu de la cuisine, elle m'a dit, écoute, les Français, ils aiment bien manger. Tu trouveras toujours un boulot là-dedans. Mets-toi là-dedans. Donc, c'est un PBP, Bac Pro Cuisine. Donc, j'ai fait l'hôtellerie où j'ai fait Potel et Chabot. Oui, c'est ça. Les fourneaux. Les fourneaux. Mais le judo, assez rapidement, du coup, avec des objectifs plein la tête et des hauts objectifs. Voilà, moi c'était un focus, c'était les Jeux Olympiques depuis que j'étais petite. Parce que je me suis aperçue que quand j'étais très jeune, les seuls adultes dans notre société qui jouent, c'était les athlètes de haut niveau. C'est les seuls. Aujourd'hui, on allume la télé, on voit des adultes jouer, sauter, jouer derrière un ballon. C'est des adultes, mais ils jouent encore. Donc moi, je voulais être cet adulte qui joue. Voilà. Et donc, il fallait que je trouve un sport. Ils gagnent même parfois, surtout les footballeurs, très bien leur vie, ou les basketteurs, pour jouer. Voilà, c'est ça. C'est les seuls, aujourd'hui, on peut chercher, c'est les seuls adultes qui jouent encore. Et rétrospectivement, ça vous a pénalisé de ne pas avoir pu faire sport-études ? Alors, avec le recul aujourd'hui, j'adore mon parcours. Et pour moi, il est une richesse incroyable. Il m'a appris certaines choses que je ne pourrais jamais apprendre dans un banc d'école. Mais c'est vrai que c'était une obsession pour moi, les Jeux Olympiques. Alors, je ne sais pas si c'était une fois en soi ou pas, mais à l'époque, c'était vraiment... je dessinais des anneaux. Il y avait quelque chose autour des Jeux. Les anneaux, j'ai compris que c'était tous les continents. J'allais beaucoup voyager, découvrir l'autre. Il y avait tout un univers pour moi. Et je regardais toutes les cassettes à l'époque que j'allais acheter. Après, moi, j'étais très inspirée par les Afro-Américains. C'est eux qui nous donnaient plus dans le mindset ou qui montraient leurs échecs plus facilement. Et donc, je pouvais, moi, me visualiser. Ils ont vécu ça comme chose difficile. Ils ont quand même réussi. Ce qu'on n'avait pas à l'époque pour dire, ils sont comme nous, en fait. Donc, je me suis beaucoup inspirée des Afro-Américains. Et puis, voilà, c'était un focus. Et je rencontre le judo à l'âge de 20 ans. Quand je rentre dans un dojo. Et d'ailleurs, pour moi, ce sport... C'était pas trop calme, du coup, à l'époque, pour vous, quand on entre dans le dojo, cet univers, même s'il y a la camaraderie, même beaucoup de respect. C'était un sport tellement éloigné de ce que je faisais. Et puis, pour moi, le judogi, c'était un pyjama. C'est un sport asiatique, lequel de Chine. Vraiment que je découvre. Je découvrais tout un univers. Et puis, j'ai eu un entraîneur qui a ouvert un tiroir. Que j'avais fermé à un moment donné, même si je savais que ça pouvait arriver. Il me dit, écoute, si tu vas loin dans ce sport, si tu continues et t'es discipliné dans ce sport, tu peux aller loin. Moi, le loin, je l'ai vu en anneau olympique. Il m'a vu tous les jours. Pourtant, j'étais un peu en cuisine à l'époque. Et puis, il s'avère que je suis rentrée aussi chez les sapeurs-pompiers de Paris. Il me semble. Pendant 8 ans ? Oui, un peu plus. Ouais. Quel souvenir, Asma, vous gardez de ces Olympiades, Rio et Tokyo? On touche le Graal? En fait, pour moi, lorsque je suis arrivée à Rio, c'est tout un rêve qui se réalise. Et puis surtout, je rentre chez les sapeurs-pompiers, puis je prends une décision exceptionnelle, résultat exceptionnel, et je pars à 29 ans. 29 ans, tout le monde m'a pris pour une folle, 29 ans à vouloir être dans le top 4 mondial. Et moi, c'était important que, même si en France, c'était très complexe, parce que même si j'avais déjà fait des podiums en France, et j'avais un parcours tellement bizarre qu'il y avait tellement de filles fortes. Donc, moi, je suis née au Maroc, mon pays maternel m'a ouvert les portes pour que je puisse essayer. Et en fait, en essayant, je ne voulais pas juste essayer.
Je voulais mettre des perfs. Et puis là, je vois que j'arrive gagner des grands prix, devenir le meilleur palmarès du judo marocain. Et en prenant une audace de dire, allez, let's go, je laisse tomber peut-être un métier parce que j'ai ouvert un tiroir de ce rêve. Puis voilà, je me retrouve dans le top 4 mondial. Et là, j'arrive au jeu. Et au final... c'est là où c'est drôle, parce que des fois on fait tellement une obsession sur les jeux, et je pense que peut-être pour ça, peut-être que j'ai pas ramené de médaille, c'est que c'est pas une fin en soi en fait. Les jeux, ça ressemblait à, enfin c'est magnifique, mais la compétition elle-même, c'est comme les grands prix que j'ai gagnés, comme les grands chelems, c'est un tapis, c'est des défis que j'ai pris toute l'année, et pour moi les jeux c'était wow. Et en fait, finalement, c'est là, des fois, la pression qui se met, et maintenant que je suis de l'autre côté. Et qu'on se met. Ouais, puis parce qu'il y a le nom qui change. Les jeux. Et donc, or que c'est une compétition. Le nom et l'exposition aussi. Et l'exposition. Un petit peu beaucoup même. Énormément, forcément. Voire même la ferveur. C'est là où on voit ce qui s'est passé en France. Voilà, c'est là où il faut. Puis après, Rio, 34 ans. Et là, tout le monde me dit, tous les journalistes, t'es en fin de carrière. Je dis, moi, je viens de commencer. Laissez-moi tranquille. Là. Donc, je disais pas que je vais aller jusqu'à Tokyo. Je disais une année. 2 ans. Et ça finit à 38 ans, encore dans le top 16 mondial. Et voilà. Pas de Paris 2024, ça a été une déception ou non. La transition s'est faite au final assez naturellement avec cette nouvelle casquette supplémentaire, effectivement, d'accompagner les autres. Alors il faut savoir que durant toute ma carrière, j'étais dans le double projet. Voilà, je n'ai jamais connu comme toutes ces athlètes parce que il fallait que je travaille aussi en même temps. Je connais pas suffisamment ma vie avec le judo, donc j'ai toujours travaillé, toujours. Et donc ça va de soi, quoi. Voilà, c'est tout doucement. Mais par contre, je voulais mettre le challenge de faire Paris à 41 ans. Et il s'avère que lorsque le livre est sorti, j'ai fermé la page. Voilà, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Quand mon éditeur m'a appelé, il m'a dit ça y est, ton livre, et c'était avant les Jeux. Et il y a quelque chose, ça y est, qui... En écrivant à bras-le-corps ? Oui. C'est comme si vous refermiez le chapitre ? Ouais, j'ai fermé le chapitre du haut niveau. Du haut niveau, pas du sport, parce que je suis une fan du sport et je resterai toujours une... Moi, ça, c'est un sujet qui est très tabou encore, mais il faut savoir qu'entre 50 et 75% des athlètes de niveau, quand ils arrêtent leur carrière en fin de carrière, durant les 10 années, ils sont sédentaires. C'est un sujet qu'on ne parle pas et ça touche beaucoup leur santé mentale. Moi, je refuse ça. Ils font plus du tout de sport ? Oui, sédentaire. Mais entre pourquoi ? 50... Parce que la compréhension, en fait, de se dire... Il n'y a plus d'objectif, quoi. Il n'y a plus d'objectif, mais en fait, c'est comme si le haut niveau et leur sport, c'est quelque chose qu'ils aiment, n'existe plus, n'est plus là. Or qu'en fait, leur sport, il est toujours là. C'est comme un métier qu'on pratique plus, quoi. Voilà. Et en fait, en réalité, non. C'est là, on le fait pour soi, pour continuer. Et puis, ça joue... On le voit très, très bien. Les gens qui continuent à être sportifs et qui contribuent pour ça, ils ont une meilleure santé mentale après cette carrière. Et je parle même pas de ceux qui n'ont pas eu ramené de médaille. C'est les deux, médaillés ou pas. Il y a une espèce de burn-out, une dépression qui est très, très poussée chez... Voilà, là, pour l'instant, on a fini les Jeux, c'était beau, on parle plus d'eux. Mais aujourd'hui, même jusqu'à aujourd'hui, je vous parle, statistiquement, il y en a beaucoup qui sont en dépression, là encore, post-olympique. Et parce qu'on met plus de lumière sur eux, ils se sont retrouvés entre lumière, plus rien, et puis ceux qui, ça n'a pas marché comme ils veulent, ils sont dans un silence, mais il y en a beaucoup qui sont en souffrance. Et qui sont dans le dur, chapitre refermé, vous nous l'avez dit, Asma, avec l'écriture de cet ouvrage, à bras-le-corps, je rappelle, c'est chez Face Cachée Édition, beaucoup de cheux, je me suis trompé. Vous parlez en introduction de vos merveilleux malheurs. Quels sont-ils ? Après, c'est on va dire, c'est un peu un clin d'œil à Boris Cyrulnik, que j'ai beaucoup lu. Forcément, chaque être humain a son fardeau, son sac à dos, ses maux, ses traumas, peu importe. Moi, je sais que maintenant, avec maturité, quand j'étais dedans, je ne pouvais pas comprendre certaines choses. Mais je sais que maintenant, grâce à Par exemple, je vais vous donner un exemple. Je me suis retrouvée en cuisine. Et je sais que comme je le dis dans mon livre, une phrase, j'ai dû couper beaucoup d'oignons. Ou quand j'étais chez les pompiers, à faire beaucoup de nuits blanches pour faire les Jeux Olympiques. C'est-à-dire que, en fait, ces détails, chaque moment que j'ai passé, a contribué. Faut savoir que la cuisine, c'est très discipline. Ça m'a. Ok, oui. C'est patriarcal, très carré. C'est ce qui m'a aidé à être chez les pompiers. Donc, en fait, chaque palier où j'ai passé, ça m'a aidé à me concrétiser. Donc, ce palier-là où j'étais tellement éloignée, des fois, on peut pas cuisine-jeu. Alors, on peut péter les câbles, mais en fait. Je sens que ces 4 ans m'ont formé aux pompiers. Les pompiers, tu fais des 72 heures de garde à l'époque, c'était dur, patriarcal aussi, très très dur comme métier, où j'étais la seule femme dans la caserne. Comment ça se gère, ça ?
Quand on est la seule femme, on n'a pas le choix, je sais, Oui, mais... après, voilà, ça se vit pour le Vous précisez comprendre. d'ailleurs que vous étiez la première femme racisée à intégrer... Alors, il y en avait, je veux pas dire peut-être la première, mais en tout cas, on était très très peu. Ça se compte dans une... voilà, Et dans quelle mesure ça a eu une influence sur la suite, sur votre carrière de judoka? Alors moi, je sais que je n'ai pas eu structure de sport-études. Voilà, tout simplement. Et je suis pas en train de dire que les pompiers, ça a été mon sport-études, mais c'est en termes de sport et d'exigence, c'est le même level. Ouais. Et même des fois plus d'exigence, parce que là, on sauve des vies. Et il y a un métier derrière, c'est vital. Donc en fait, je pense que c'est ce qui m'a formée. En fait, chaque détail, on fait que je me suis retrouvée dans le top mondiaux et faire quelque chose où les gens ils disent comment elle fait. Mais c'est parce que c'est ce parcours que des fois peut-être qu'on peut rejeter, qui est tellement éloigné de notre objectif. Donc aujourd'hui que j'embrasse complètement, même les moments les plus difficiles. C'est ce qui a fait en fait avec cette carrière incroyable, quoi. Ne pas confondre destination et destin. Et, la destination, comme là, comme je l'explique dans l'expérience, ce que j'ai vécu dans ma chair, destination, je me retrouve à couper des oignons, destination, je me retrouve dans des endroits où je suis tellement éloignée, puis le destin, c'est complètement autre chose. Et des fois, par moment, on confond la destination parce qu'on est dans un endroit où on ne veut pas et on se dit, quel est mon destin ? Et c'est cette patience. Alors la patience, c'est pas juste je reste assise. La patience, elle est, parce qu'on me dit, mais patience, ça va venir. Ouais, mais par contre, j'ai été dans l'action, à faire des choses éloignées, et c'est ça la vraie patience. C'est de faire une tâche qui n'est pas tout de suite pour nous, mais la faire très bien. Et ça, c'est quelque chose que j'appuie souvent dans tous les domaines, c'est réussir à faire une tâche qui est tellement éloignée de ce qu'on aimerait, et on dit que c'est une injustice qu'on soit là, c'est ça la patience, de la faire bien, et c'est cette tâche-là qui va nous aider à se propulser. Et ça, c'est difficile de le comprendre dans l'instant. Asma, vous avez commencé, on l'a rappelé, le judo très tard au final, sur le tard à 20 ans, ce coup de foudre à 20 ans avec cette magnifique discipline. Que dites-vous aujourd'hui aux parents qui hésitent à mettre leurs enfants, leurs bambins, quand je dis leurs enfants, les filles et garçons bien sûr, parce qu'on a vu que c'était très mix effectivement ce sport, à 3 ou 4 ans? Il faut les mettre, justement, s'ils sont demandeurs? Ah oui, bien sûr, moi, comme en star, mais en tout cas, ça parle à tous les enfants. Ça apporte dès l'âge de 3 ans, 4 ans, 5 ans, en termes de mobilité, de corps dans l'espace, Oui, bien sûr. Alors, il y a des enfants qui peuvent être très timides. Alors là, tu vois, le judo, c'est magnifique. Des enfants hyperactifs. En fait, ça parle à tous les enfants. Et puis, il y a aussi, dans le judo, qu'est-ce que ça veut dire, ce mot-là, judo? On voit de la souplesse, mais il y a aussi c'est le code moral, quoi, le respect qu'on inculque. Tout le cérémonial aussi qu'il y a. Il y a une soumission aussi vis-à-vis des règles. C'est pas le mot soumission en fait. Soumission, c'est mal choisi. Respect alors. Ouais, voilà. Je dirais plutôt, il y a quelqu'un en face de moi et cette personne qui est en face, c'est pas un adversaire, c'est pas. Et puis c'est pas un sport individuel. Tout le monde dit que c'est un sport individuel. C'est un sport d'équipe. Uketori, moi Santori. C'est bon, je dis un peu un truc technique pour les gens, mais l'adversaire, ou le partenaire, il devient, sans lui, je ne suis rien. Et donc sans lui, je ne peux pas faire judo seul. Donc c'est avec lui, ensemble, qu'on va. Quitte à utiliser sa force, s'il est plus puissant. Voilà. Pour la petite anecdote, vous savez que les athlètes de haut niveau, à un mois des Jeux ou un mois des mondes, on s'entraîne avec des personnes qu'on va se retrouver. C'est-à-dire que moi, je me suis retrouvée avec des adversaires un mois ou 3 semaines avant les mondes et m'entraîner avec elles. Je te donne, tu me donnes, le premier qui gagne. Chose que tu fais pas forcément dans d'autres disciplines sportives, parce que tu dis. 3 semaines avant, je sais que je vais la rencontrer, elle va avoir tous mes... La puissance du sport. L'autre devient, je gagne grâce à mon adversaire en réalité. À ce moment, vous parliez des timides. Comment justement on développe sa capacité d'adaptation, de prise d'initiative? Ça vient naturellement justement à force de pratiquer le judo quand on est enfant? Oui, voilà, surtout que quand il y a des enfants un peu réservés, et puis voilà, chaque enfant a quelque chose de particulier. Et ça, en fait, tout simplement, les parents, c'est vraiment ça, c'est réussir. Le plaisir, c'est vraiment l'enfant. Et c'est ça aussi. On voit que ça dure longtemps et qu'il n'est pas heureux d'être là où il est. C'est pas un sport qu'il lui faut, on le change le sport. Si ça dure 3 mois, 4 mois, il est triste, il est pas bien, on va le forcer encore. Moi je suis pas beaucoup là-dessus, peut-être qu'il va s'exprimer ailleurs, il a envie d'être ailleurs en fait. Vous pensez que tout le monde est fait pour un sport? Alors, en fait, moi je pars surtout, on est là où on est heureux d'être. Voilà. Et je parle surtout des enfants, parce que les enfants ils aiment jouer. Et il y a à un moment donné un sport où ils seront heureux de le faire. Alors, les adultes, le cerveau adulte, il est beaucoup plus complexe, mais là, pour les enfants, un enfant, c'est son jeu, son apprentissage, il aime que ça. Et donc, à un moment donné, avec tous les sports
il y a un sport où il va dire ah ça j'aime bien ce jeu. Donc moi j'invite des parents à multisport. Puis à un moment donné un truc qui va lui plaire. Parce que le jeu, ça va développer quelque chose chez lui où il est bon. Donc là, l'enfant, il sera heureux. Et puis, si un enfant aime quelque chose, bah voilà, c'est tout gagné. Moi, je me souviens que j'ai fait, à mon modeste niveau, attention, rien à voir avec Asma, bien sûr. Du judo, c'était un des premiers sports que j'avais pratiqué. Waouh! Et assez rapidement, on m'avait dit qu'on va t'apprendre à bien chuter. Dans ce sport, on apprend surtout à bien chuter ou surtout à se relever? Ouais, c'est une belle question parce que moi, c'est vrai que c'est un sport que j'ai aimé dès le début pour ça. Mon entraîneur, mon premier, parce que j'arrivais à 20 ans, et puis à 20 ans, on apprend à chuter, c'est pas comme on était petit. Hein. C'est un peu plus complexe d'apprendre un sport à 20 ans. Ouais. On est adulte. Ouais. Et puis là, il m'avait dit une phrase qui avait résonné en moi. Parce que je n'aimais pas chuter. Il me dit, ah non, mais... Je détestais, vous me dites ça. Voilà, je déteste. Il y a un moment, ça m'a écœuré, quoi. Oui, mais quand on commence petit, peut-être que ça fait partie de ça, c'est un ancrage. Mais quand on commence... Alors moi, je vous dis très trivialement, ça m'avait saoulé. Ouais, mon premier chute à 20 ans, ça fait très mal. Tu vas apprendre à chuter? Ben ça, et surtout, tu chutais pendant un cours, tu passes ton temps à te faire projeter, quoi. Moi, j'étais un peu raide, je comprenais pas, j'étais en réticence, en fait. Parce que je venais d'apprendre quelque chose, j'avais une appréhension, une peur. Et puis là, il m'a dit une phrase, il m'a dit, si tu veux apprendre le judo, il faut d'abord que tu apprennes à chuter. Et puis moi, ça a résonné. C'est une métaphore incroyable. Et moi, ça m'a un peu renvoyé à certains mots. Je me suis dit, ouais, certaines injustices, certaines choses où on m'a pas mis, on m'a pas... Et donc, à ma résilience. Et en fait, en réalité... ça peut aussi évoquer des choses... Complètement. Et donc, moi, je sais que le judo aussi, c'est un magnifique thérapeute. Il m'a appris à vraiment chuter et à chuter bien avant d'être debout. Et donc tu t'es au sol, mais tu vas te relever. Parce que quand t'es petit, c'est normal, tu t'inscris et t'es surexcité et parfois t'es même un peu hyperactif. Tu veux attaquer. Et en gros, il te disait, je vais avant tout t'apprendre à te défendre et à chuter. Mais c'est vrai que dans la chute, il y a aussi le rebond. Et c'est vrai que tout petit, ça, je l'avais pas perçu. Ouais, en fait, ce que j'aime dans la culture japonaise, pour eux, le judo, bon, il y a le haut niveau, et d'ailleurs, ça représente une minorité, en fait, ceux qui, jusqu'en France, hein, la fédération, en fait, les hauts niveaux, on parle pas du tout le reste, hein, l'éducatif. Derrière, c'est une philosophie de vie. Le judo, c'est une philosophie de vie. Et à la base, Kano, voilà, il l'a mis en place, c'est le fondateur du judo, il l'a mis en place pour contribuer à rendre le monde meilleur. C'est ça, en fait, la philosophie de base. C'est pas la compétition, tout ça. C'est comment, ils ont fait un peu une étude entre eux, une recherche de comment ce sport-là peut contribuer à rendre le monde meilleur. Et donc, ils partaient un peu comme une quête dans le monde entier à vouloir inculquer leurs valeurs du judo pour contribuer à rendre le monde meilleur. Les belles valeurs éducatives du judo. Vous parliez de Kano, ça tombe bien. On part au Japon, sans plus tarder. C'est la loupe d'Alix, le Japon. Je laisse boire un peu. Et on part à la rencontre de jeunes judokas au Japon. Et oui, pendant 2 semaines, 15 jeunes Français de l'Alliance Judo Fougères, qui célèbre bientôt ses 60 ans, ont eu la chance de plonger dans l'univers du judo japonais. Fin juillet, ces jeunes Fougerais, accompagnés de leurs professeurs Alicia Leblanc et Erwan Briek, se sont entraînés intensivement dans les lycées de Yokohama et de Yasuda, aux côtés de leurs homologues japonais. Là-bas, ils ont découvert une pratique quotidienne, intense et rigoureuse qui exige une grande discipline, on s'en doute. Entre séances de randori et techniques de combat, le groupe s'est soudé. Les jeunes ont appris à repousser leurs limites. Mais ce séjour n'a pas été que sportif. Ils ont visité le célèbre Kodokan, temple du judo et lieu historique où la discipline a vu le jour. Et pour découvrir davantage le Japon, ils ont exploré Tokyo, ses temples, ses quartiers emblématiques comme Shibuya ou Asakusa, avant de relever un défi inoubliable, gravir le mont Fuji, hyper complet. Je vous propose un petit aperçu.
Et Asma, ce voyage, c'est une ouverture unique à la culture japonaise. Est-ce que vous avez eu cette chance-là, vous aussi? Ah oui, le Japon, c'est magnifique. Moi, je suis partie peut-être 6 fois, 7 fois en stage. Voilà, c'est... La première fois, c'était à quel âge? Alors, je devais avoir 32 ans, quelque chose comme ça. On s'en lasse pas après. Ah, moi, Il y a le un Japon, truc là-bas. j'affectionne d'ailleurs maintenant ma structure. Je lui ai donné en hommage à Kintsugi People. Donc, Kintsugi, j'ai découvert ça chez eux. Donc, aujourd'hui, je contribue le Kintsugi Kin or Tsuki fissure. C'est un objet qui se casse et qu'on recolle. Et donc, j'ai découvert ça là-bas, l'art de la résilience, et j'en ai fait un mouvement. Un mouvement, un mantra. Mille merci. Il faudra revenir, Asma, je suis désolé. Asma Niang, merci beaucoup. Judoka, athlète olympique, sex-sub-championne d'Afrique de judo, conférencière, thérapeute, entrepreneuse. Je rappelle votre ouvrage à bras le corps, c'est chez Face Cachée Édition. Un grand merci d'être venu nous voir ce matin. Et on encourage tous les jeunes à se mettre, les jeunes, les petits et même les plus grands à se mettre au judo. N'est jamais trop tard. Elle en est la preuve vivante. Alix, on se met au judo ou pas? On va apprendre à chuter avant. On peut essayer. On peut essayer. Il faut apprendre à chuter. Il faut en passer par là et après on rebondira avec brio. Assurément. Passez une excellente journée en notre compagnie. Et on se retrouve demain. Le MAG vous a été présenté par